Imaginez un seul instant que vous teniez le monde entier au creux de votre main. Vous êtes l'homme qui possède tout ce dont l'humanité peut rêver. 21 villas somptueuses dispersées entre Saint-Tropez et les côtes ensoleillées de l'Espagne. Un avion privé prêt à décoller au moindre de vos caprices et un yacht luxueux qui attend patiemment vos fêtes nocturnes. Vous êtes Richard Anthony, la voix d'or qui a vendu plus de 60 millions de disques, l'idole absolue de toute une génération en France. Mais soudain, en un claquement de doigts cruel du destin, toutes ces lumières s'éteignent brutalement. Au lieu de vous réveiller dans les draps de soie de votre château, vous ouvrez les yeux sur le sol en béton glacé d'une cellule de la prison de Pontoise. Il n'y a plus de domestiques, plus d'applaudissements, seulement un silence terrifiant et 4 murs gris qui vous enferment. Comment une icône culturelle aussi immense a-t-elle pu sombrer dans une telle tragédie ? Bienvenue sur notre chaîne Icônes et Silences, le lieu où nous rouvrons les pages oubliées des légendes. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'histoire déchirante et glorieuse de Richard Anthony. Il n'était pas seulement celui qui chantait la mélancolie des départs dans « J'entends siffler le train », car sa propre vie fut en réalité la plus triste des ballades. Avant de quitter ce monde pour l'éternité, Richard Anthony a choisi de briser le silence. Il ne voulait plus emporter dans la tombe les blessures qui l'ont rongé pendant tant d'années. Au crépuscule de sa vie, il a courageusement pointé du doigt les 3 ennemis invisibles qui l'ont poussé vers l'abîme. Ce n'étaient pas des assassins armés, mais des forces bien plus impitoyables. Il y avait la naïveté mortelle d'un artiste au grand cœur, la trahison amère de ceux qu'il aimait le plus, et un système administratif froid qui l'a dépouillé jusqu'à sa dernière once de dignité. L'histoire de Richard Anthony ne se résume pas à une simple faillite financière, c'est le drame d'une âme trop généreuse perdue dans un monde de calcul. Qui sont ces gens qui buvaient son champagne à flot pour ensuite l'abandonner dès que la tempête a frappé? Pourquoi a-t-il confessé qu'il pardonnait à tout le monde, sauf à l'oubli? Sous les projecteurs éblouissants, Richard Anthony affichait toujours le sourire élégant d'un gentleman, mais derrière ce masque se cachait un homme blessé, luttant pour ne pas être effacé par ceux qui l'avaient exploité. Aujourd'hui, nous allons écouter sa vérité, non pas pour juger, mais pour comprendre le prix exorbitant de la gloire. Mais mesdames et messieurs, pour saisir toute la violence de cette chute vertigineuse, nous devons d'abord remonter le temps, revenir à cet âge d'or où il était le roi incontesté, à l'époque où la tragédie se cachait encore patiemment dans l'ombre de son immense succès. Pour comprendre la violence de la chute, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse du sommet. Dans les années 60, la France tout entière vibrait au rythme de la vague yéyé et Richard Anthony en était le capitaine incontesté. Il n'était pas seulement un chanteur à succès, il était un phénomène social qui a vendu plus de 50 millions de disques, un chiffre qui semble aujourd'hui presque irréel. Lorsque sa voix chaude et puissante entonnait les premières notes de « J'entends siffler le train », c'était tout un pays qui s'arrêtait pour écouter, le cœur serré par l'émotion. Avec Aranjuez mon amour, il a prouvé qu'il était bien plus qu'une simple idole des jeunes. Il était un artiste capable de transformer une mélodie symphonique en un hymne populaire éternel. À cette époque, Richard Anthony ne marchait pas, il volait au-dessus du monde, porté par l'amour inconditionnel d'un public qui voyait en lui l'image de la réussite absolue. C'était l'époque de la démesure, une période où la réalité dépassait la fiction. Richard vivait comme un véritable nabab, un prince des temps modernes qui refusait de compter. Imaginez un homme qui possède 21 maisons à travers le monde, des villas somptueuses nichées sur les collines de Saint-Tropez jusqu'aux refuges ensoleillés de la Costa Brava. Il ne se contentait pas de voyager en première classe, non, il pilotait ses propres avions privés avec la fougue d'un aventurier insouciant. Il avait des voitures de sport, des bateaux et un train de vie qui aurait fait pâlir d'envie les rois d'autrefois. Mais cette opulence n'était pas de l'arrogance. C'était l'expression d'une générosité sans bornes et peut-être une tentative désespérée de combler les vides de son enfance par une abondance matérielle. Il signait des chèques sans regarder les montants. Il invitait des centaines de personnes à des fêtes grandioses où le champagne coulait comme de l'eau de source. Il voulait que tout le monde autour de lui soit heureux. Il voulait être aimé, non seulement pour sa voix, mais pour ce qu'il offrait.
Pourtant, c'est précisément au cœur de cette lumière aveuglante que les graines du désastre ont été semées. Richard Anthony vivait dans une bulle dorée, persuadé que cette fête perpétuelle ne s'arrêterait jamais. Il faisait confiance aveuglément, déléguant la gestion de sa fortune colossale à des conseillers et des proches, sans jamais vérifier un seul contrat. Il pensait que la loyauté s'achetait avec de la gentillesse et des cadeaux somptueux, mais tu as qui vit, c'est justement ici, au sommet de cette montagne d'or, que le premier ennemi a commencé à se réveiller. Pendant que Richard levait son verre sous les étoiles de la Côte d'Azur, riant aux éclats avec ceux qu'il appelait ses amis, une ombre menaçante grandissait silencieusement dans son dos. L'administration fiscale commençait déjà à constituer un dossier épais qui allait bientôt devenir son pire cauchemar, et parmi les visages souriants qui l'entouraient, certains calculaient déjà ce qu'il pourrait emporter avant que le navire ne coule. Le compte à rebours vers l'enfer avait déjà commencé, mais le roi de la fête était le seul à ne pas entendre le tic-tac fatal de l'horloge. Mais la lumière des projecteurs est trompeuse, elle aveugle autant qu'elle illumine, cachant les ombres qui s'allongent dangereusement derrière la scène. Alors que le public voyait en Richard Anthony un dieu vivant, immortel et intouchable, la réalité en coulisses était celle d'une lente et douloureuse asphyxie. C'est ici que le deuxième ennemi est entré en scène, non pas avec fracas, mais avec le silence glacial de la trahison. Richard a découvert à ses dépens la cruauté de ce que l'on appelle les amis de beau temps. Ceux qui remplissaient ses villas, qui profitaient de ses yachts et qui riaient à ses blagues tant que le champagne coulait à flot, se sont évaporés comme par enchantement dès que la première lettre recommandée de l'administration fiscale est arrivée. Il s'est rendu compte avec horreur que pour beaucoup, il n'était pas un ami, mais simplement un guichet ouvert, une source inépuisable de plaisir et d'argent facile. Le plus tragique dans cette descente aux enfers n'est pas la perte matérielle, mais la blessure émotionnelle infligée par ceux qu'il aimait. La rumeur, jamais confirmée mais toujours persistante, murmure que sa chute n'était pas due au hasard. On raconte que c'est une dénonciation venue de l'intérieur même de son cercle intime, lors d'une rupture sentimentale douloureuse qui a attiré l'attention du fisc sur son train de vie. Imaginez la douleur d'un homme qui réalise que le coup de poignard vient de ceux qu'il a chéris et protégés. Richard se retrouvait seul face à des montagnes de dettes, abandonné par un système qui l'avait porté au nu, mais qui refusait désormais de le protéger. Il n'était pas préparé à cette guerre. C'était un artiste, un rêveur, pas un comptable, ni un avocat. Il avait signé des contrats sans les lire, fait confiance à des gestionnaires incompétents ou malhonnêtes, et soudain, il devait payer le prix fort pour sa naïveté. L'image publique de la star souriante, celle qui chantait l'amour et l'insouciance à la télévision, est devenue un masque de plus en plus lourd à porter. Chaque soir, il devait monter sur scène et offrir du bonheur à des milliers de personnes, alors qu'à l'intérieur, son monde s'effondrait brique par brique. Il rentrait chez lui dans des maisons de plus en plus vides, le téléphone ne sonnait plus, et l'angoisse du lendemain l'empêchait de dormir. C'était une torture psychologique raffinée, un écartèlement entre le personnage public adulé et l'homme privé traqué et isolé. L'industrie du disque, cette machine impitoyable qui avait gagné des fortunes grâce à sa voix, ne a pas levé le petit doigt pour le sauver. Il n'était plus un atout, il était devenu un risque, et c'est ainsi isolé et fragilisé, trahi par l'amitié et l'amour, que Richard Anthony s'est retrouvé sans défense face à son troisième et plus terrible ennemi, celui qui allait lui porter le coup de grâce et lui arracher sa liberté. Et puis, l'inimaginable s'est produit. L'année 1983 restera à jamais gravée comme celle où le ciel s'est effondré sur la tête du roi de la pop. Le troisième ennemi, le plus redoutable et le plus implacable de tous, a fini par frapper avec une violence inouïe. L'administration fiscale, cette machine froide qui ne connaît ni l'émotion ni la pitié, a décidé de faire un exemple. Richard Anthony, l'idole qui faisait rêver des millions de fans, s'est retrouvé menotté et conduit derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Pontoise. Ce n'était pas un mauvais film, c'était la réalité crue et brutale. Lui, le prince de la jeunesse, a été traité comme un criminel de droit commun, fouillé au corps et jeté dans une cellule humide. Il y a passé 3 jours et 3 nuits, mais pour un homme de sa stature, ces 72 heures ont duré une éternité. C'était l'humiliation suprême, une tache indélébile sur son honneur qui le hantera jusqu'à son dernier souffle.
La chute fut totale. Pour éponger une dette colossale, fruit de négligence et de redressements fiscaux assassins, le système a tout pris. Adieu les 21 villas, adieu le yacht, adieu les avions. Ces trésors ont été saisis et vendus aux enchères, souvent pour une bouchée de pain, dispersant les souvenirs d'une vie entière aux quatre vents. Richard a raconté plus tard, avec une amertume poignante, qu'ils avaient même pris son lit. Il s'est retrouvé sans toit, hébergé par la charité de quelques rares amis fidèles, revenant à la case départ comme s'il n'avait jamais chanté une seule note. C'était une mise à mort sociale. Le public stupéfait assistait à la destruction de son idole à travers les gros titres scandaleux des journaux. On ne parlait plus de son art, mais de ses impôts. On ne louait plus sa voix, on comptait ses dettes. Ce moment a marqué une rupture définitive dans son âme. Quelque chose s'est brisé en lui ce jour-là, quelque chose que ni le temps ni l'argent ne pourraient jamais réparer. Il avait cru en la France, il avait chanté pour elle, et il avait le sentiment qu'elle le rejetait violemment. Il est passé du statut de symbole national à celui de paria. Mais le plus douloureux n'était pas la pauvreté soudaine, car il avait déjà connu le manque dans son enfance. Non, le plus insupportable était le silence assourdissant de ceux qui l'avaient encensé. L'industrie du spectacle a détourné le regard, gêné par ce perdant qui ne rapportait plus d'argent, mais des problèmes. Richard Anthony était seul, dépouillé et meurtri, mais c'est précisément au fond de ce gouffre, dans cette obscurité totale, qu'il a trouvé la force de préparer sa dernière réplique, celle qui allait briser des décennies de silence. Alors que le monde pensait qu'il avait définitivement disparu dans l'oubli, Richard Anthony a choisi de ne pas partir en silence. Dans la tranquillité modeste de sa retraite à Pégomas, loin du tumulte parisien et des paillettes qu'il avait de broyer, il a décidé de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Ce n'était plus le chanteur à succès qui cherchait à plaire, mais un homme sage et blessé qui, au crépuscule de sa vie, a enfin osé nommer les choses. Avec une lucidité tranchante, il a brisé l'omerta qui règne souvent dans le show business en publiant ses mémoires. Il a regardé en face ses anciens démons et a pointé du doigt ce système hypocrite qui fabrique des idoles pour mieux les détruire ensuite. Il n'a pas hurlé de haine, non, sa vengeance a été plus subtile et infiniment plus digne. Il a simplement dit la vérité. Il a parlé de ses soi-disant amis qui se sont volatilisés, les qualifiant de fantômes du passé qui ne méritent même plus son mépris. Il a dénoncé l'absurdité et la violence d'une administration fiscale qui préfère écraser un homme à terre plutôt que de l'aider à se relever, rappelant à tous que l'on ne devrait jamais traiter un artiste comme un simple produit financier. Mais surtout, il a fait preuve d'un courage rare en reconnaissant sa propre part de responsabilité, avouant que sa naïveté légendaire fut son pire ennemi. En écrivant ces lignes, il a transformé sa honte passée en une puissante leçon de vie. Il a expliqué au monde comment on peut tout perdre matériellement, ses châteaux, ses millions et sa gloire, sans jamais perdre son âme ni sa dignité. C'était sa façon à lui de dire à ceux qui l'avaient condamné et abandonné qu'il lui avait tout pris, mais qu'il n'avait pas réussi à le briser. Ce moment de vérité a résonné comme un dernier concert, plus intime et plus bouleversant que tous les zéniths remplis de sa jeunesse. Il a rappelé à la France que derrière l'image sur papier glacé se trouvait un cœur qui battait, un être humain qui a souffert de l'ingratitude d'un milieu amnésique. Il n'a pas demandé pardon pour ses erreurs, car il les a payées au prix fort, bien plus cher que n'importe qui d'autre. Il a simplement voulu laisser une trace authentique, prouver qu'il était resté debout malgré la tempête qui avait ravagé son existence. C'était son ultime victoire sur ses trois ennemis. Il est parti la tête haute, libre de tout mensonge et de toute dette morale, ayant finalement trouvé une paix intérieure que toute sa fortune passée n'avait jamais pu lui acheter. L'histoire de Richard Anthony résonne aujourd'hui comme un avertissement solennel pour nous tous, bien au-delà des frontières du monde du spectacle. Elle nous force à nous regarder dans le miroir et à nous poser des questions dérangeantes sur la nature de la célébrité et la fragilité de la réussite. Est-ce que nous aimons nos idoles pour ce qu'elles sont ou seulement pour l'image brillante qu'elles nous renvoient ? Son parcours nous rappelle brutalement que la gloire est une amante capricieuse et que la fortune peut s'évaporer plus vite qu'un parfum bon marché, mais que la dignité, elle, ne s'achète pas et ne se vend pas.
Richard Anthony a traversé les sommets les plus hauts et les vallées les plus sombres, mais il a fini par comprendre que la véritable richesse ne se comptait pas en nombre de villas ou de voitures de sport, mais en instants de vérité et en paix intérieure. Aujourd'hui, lorsque nous entendons les premières notes mélancoliques de «J'entends» siffler le train, nous ne devrions plus seulement y entendre une simple chanson d'amour des années 60, nous devrions y percevoir le testament d'un homme qui a vu son propre train partir sans lui, emportant ses illusions et ses faux amis, le laissant seul sur le quai d'une gare déserte, mais au lieu de sombrer dans l'amertume, il a transformé cette solitude en une forme de liberté. Il nous a enseigné que même lorsque le système vous broie, même lorsque ceux que vous aimiez vous tournent le dos, il reste toujours une chose que personne ne peut vous enlever, c'est votre propre voix et votre droit de raconter votre vérité. Richard Anthony n'est plus là, mais son écho persiste. Il reste l'homme qui a payé le prix fort pour avoir trop rêvé, trop dépensé et trop aimé sans compter. En brisant le silence avant de partir, il nous a laissé un cadeau inestimable, la preuve que l'on peut tout perdre aux yeux du monde et pourtant tout gagner aux yeux de l'éternité. Alors, la prochaine fois que vous entendrez sa voix chaude à la radio, souvenez-vous de l'homme derrière la légende, souvenez-vous de ses cicatrices invisibles et de son courage tranquille. Car au final, Richard Anthony n'a pas seulement chanté pour nous divertir, il a vécu pour nous montrer que la résilience est la plus belle des mélodies. Merci d'avoir écouté son histoire avec nous sur Icônes et Silences. Et n'oubliez jamais que derrière chaque grand silence se cache souvent le cri d'une âme qui attend simplement d'être comprise.